l'Inde est sans doute un des marchés les plus difficiles pour un investisseur européen. Aujourd'hui, on prend un exemple concret, la banque HDFC, pour voir comment investir en Inde depuis l'Europe. Et surtout, comment contourner les obstacles d'un marché réputé parmi les plus difficiles d'accès pour un particulier et ce que ça change dans la pratique. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi c'est peut-être une bonne idée d'investir en Inde. Et vous apprendrez pourquoi, dans ce cas précis, comment vous allez le faire, les solutions, est aussi important que pourquoi vous le faites, l'analyse. L'outil que j'utilise pour naviguer dans ces marchés s'appelle Valoramap. Je vous en parle en détail à la fin, le lien est en description si vous êtes curieux. Quand on regarde l'Inde de loin, la thèse d'investissement est évidente. Croissance du PIB projetée entre 6,4 et 7,3 selon les organismes pour 2025-2026, une classe moyenne qui explose, un secteur financier qui grandit à plus de 12% par an, une économie portée par des centaines de millions de personnes qui accèdent au système bancaire pour la première fois de leur vie. Ce qu'on appelle la bancarisation de masse, un phénomène sans équivalent dans les marchés développés. Donc on se dit, très bien, on prend une position sur une grande banque indienne, HDFC Bank par exemple, la plus grande banque privée du pays, bien gérée, avec des fondamentaux solides. Et là, on ouvre son compte de son CTO, son courtier, et on se rend compte qu'on ne peut pas investir directement. Ou en tout cas, pas simplement. Et c'est là que beaucoup d'entre nous s'arrêtent. Pas par manque d'intérêt, par manque d'informations sur comment faire les choses correctement. Parce que le livret A, rappelons-le, est à 1,5% de rendement depuis le 1er février 2026. C'est sans risque. On n'a pas besoin de se lever tôt le matin, mais à 1,5%, face à une économie indienne qui croît entre 6,4 et 7,3% par an, on laisse quand même passer quelque chose d'intéressant. Alors, la question n'est pas faut-il s'intéresser à l'Inde, la question c'est comment faire pour s'intéresser à l'Inde et y investir sans se piéger soi-même. Et là, on a 3 angles qu'il faut couvrir, on va les parcourir ensemble. Premier angle, pourquoi HDFC Bank et pourquoi maintenant? HDFC Bank, c'est une banque avec une marge nette d'intérêt d'environ 3,3 à 3,5%. Actuellement, elle est en phase de reconstitution post-fusion. Alors pour comparer, les grandes banques américaines tournent plutôt entre 2,5 et 3%. La NIM, la nouvelle identité de marque d'HDFC, a été comprimée par la fusion avec un autre membre du groupe en 2023. Alors c'est un signe de digestion, pas une faiblesse structurelle, mais les marchés l'ont pénalisé pour ça. Donc le cours est plutôt bas là. Sur la valorisation, le price earning, le prix sur bénéfice, est entre 18 et 20 fois les bénéfices. En face, une société comme JP Morgan tourne autour de 14 fois les bénéfices. Bank of America autour de 12 fois. Donc HDFC se paye légèrement plus cher que les grandes banques américaines, mais il y a une croissance structurellement plus élevée dans un marché bancaire encore largement sous-pénétré. C'est ce différentiel qui fait la thèse d'investissement. Sur la croissance des encours de crédit, HDFC, historiquement, c'est au-delà de 15% par an. Aujourd'hui, en phase de normalisation, autour de 12% post-fusion, dont je viens de parler. Le management a délibérément ralenti pour assainir son ratio crédit-dépôt. Un retour à l'accélération est attendu à partir de l'exercice suivant. C'est exactement le type de séquence, ralentissement volontaire, bilan assaini, reprise à venir, que Valoramap permet de lire dans les données, sans bruit médiatique. En clair, avec cette société, on ne paye pas une décote par rapport au marché développé. On paye une prime mesurée pour une croissance structurellement supérieure dans un marché qui a encore beaucoup de terrain devant lui. Deuxième angle, le mur représenté par l'accès aux actions. C'est là que la thèse devient compliquée pour un particulier européen. Le marché boursier indien n'est pas directement accessible depuis un compte standard en France ou en Suisse. Pour investir sur les actions cotées au BSE ou au NSE, les deux grandes bourses indiennes situées à Mumbai, qu'on appelait autrefois Bombay, il faut en principe ouvrir un compte auprès d'un broker local. Et avec tout ce que ça implique en termes de démarche, de conformité, de fiscalité locale. Alors, une alternative existe, les ADR, les American Depositary Receipts. Ce sont des certificats émis par une banque américaine qui représentent des actions indiennes et se négocient sur une bourse américaine. Alors, c'est plus accessible depuis l'Europe, mais pas sans risque spécifique. On parle d'abord d'un double risque de change. Le cours de l'ADR intègre à la fois la performance en roupies de la société et le taux de change roupie-dollar. Si la roupie se déprécie, ce qui est arrivé plusieurs fois ces dernières années, l'ADR peut baisser même si l'action monte à Mumbai. J'ai vécu une version de ça en 2016, comme je vous l'ai dit en introduction. Sur un ADR, c'est le même mécanisme.
amplifiée. Et il y a aussi la question de la liquidité. Certains ADR indiens sont peu échangés. Quand le carnet d'ordre en bourse est mince, ce qui signifie qu'il y a peu d'acheteurs, peu de vendeurs, l'écart de cours entre les acheteurs et les vendeurs peut être élevé, ce qu'on appelle le spread. Alors, on achète à un prix, on vend à un autre, parfois l'écart représente à lui seul plusieurs points de rendement. Et enfin, la banque dépositaire qui émet ces certificats prélève des frais discrets déduits des dividendes, rarement mentionnés dans les comparatifs de rendement. Alors, je suis pas en train de vous dire que la voie ADR est impossible, je vous dis qu'elle est suffisamment complexe pour que la plupart des investisseurs particuliers fassent des erreurs sans même le savoir. Et que sans un outil qui intègre ces paramètres dans l'analyse, on compare des pommes avec des oranges. Et maintenant, le troisième angle, ce que l'analyse fondamentale montre. Malgré ces complexités d'accès dont on vient de parler, la thèse de l'investissement en Inde reste structurellement solide. Un price earning, un prix sur bénéfice entre 18 et 20 sur HDFC Bank, c'est une prime par rapport au marché indien dans son ensemble. Le Nifty 50 se traite autour de 21 à 22 fois les bénéfices en agrégé. Autrement dit, la société HDFC Bank se paie à peine plus cher que le marché indien pour une qualité de bilan supérieure à la moyenne. Et le secteur bancaire indien dans son ensemble affiche une croissance annuelle projetée de 12% sur les 4 prochaines années. Ce qu'on observe dans Valoramap, c'est précisément ce type de configuration des entreprises bien gérées dans des secteurs en expansion dont la valorisation intègre encore la phase de digestion d'une opération structurelle. La difficulté, c'est de lire ces données sans se faire piéger sur le véhicule d'accès. Alors, si vous n'avez jamais investi en Inde, c'est bien normal, hein. C'est pas un manque de rigueur de votre part. Le système d'information financière en France est construit autour des marchés dits développés, le CAC 40, le S&P 500, parfois le Nikkei japonais. Les marchés émergents sont traités comme une case exotique dans les allocations d'actifs des grandes banques, pas comme des opportunités à analyser sérieusement. Personne ne nous parle de ça. Et les outils disponibles en français pour faire ce travail d'analyse correctement sont quasi inexistants. Et c'est précisément pour ça que j'ai construit Valorama, parce que je considère que l'opportunité est réelle. Mais avant d'y aller, il y a 3 questions à vous poser avant d'investir dans cette thèse. Première question, votre socle sécuritaire est-il en place avant toute exposition à l'Inde? Vérifiez que vous avez au moins un socle en ETF monde bien construit. On va dire entre 70 et 80% de votre portefeuille si vous êtes débutant. L'Inde, comme toute position thématique ou géographique concentrée, vient en complément, pas à la place. Deuxième question, quelle est votre tolérance réelle aux variations des marchés? Le marché indien peut corriger de 20 à 30% en quelques mois et se reprendre tout aussi vite. Et c'est pas de la théorie, hein, c'est arrivé pendant la fusion dont je viens de parler entre HDFC et sa filiale HDFC Limited en 2023. Et si vous n'êtes pas prêt à traverser ce genre de phase sans vendre, la taille de votre position doit être calibrée en conséquence. La règle que j'applique ici, c'est si la position peut baisser de 40% et que ça vous empêche de dormir, c'est que votre position est trop grande. Troisième question, avez-vous bien intégré le risque de change? Chaque euro que vous convertissez pour investir en Inde, directement ou via un ADR en dollars, est exposé à 2 devises simultanément. Alors, c'est pas une raison pour ne pas le faire, c'est une raison pour le dimensionner de façon relativement sobre. Alors, les limites à ce que je viens de vous dire, je ne sais pas si HDFC Bank va surperformer sur les 12 prochains mois. La valorisation actuelle de l'Inde dans son ensemble est autour de 22 fois les bénéfices en agrégé. C'est plus tendu qu'il y a 2 ans, mais c'est pas prohibitif. Ceci dit, ça intègre déjà une bonne partie des bonnes nouvelles. Ensuite, je ne sais pas non plus comment va évoluer la roupie, la devise, ni quels seront les prochains mouvements réglementaires de la RBI, la Banque centrale indienne. Ce que je sais, c'est que la thèse long terme sur le secteur financier indien est l'une des plus solides que je connaisse. Et que la question n'est pas faut-il y aller, mais comment y aller correctement et avec quelle taille de position. Et j'investis mon propre argent selon ces principes. Donc voilà concrètement ce que Valoramap fait sur ce type de thèse d'investissement. Quand j'entre HDFC Bank ou le secteur bancaire indien dans l'outil, il me remonte les données fondamentales réelles. Le price earning, la croissance des bénéfices, les marges nettes d'intérêt, les ratios de valorisation contre les sociétés équivalentes régionales en français sans avoir à compiler des rapports en anglais ou en indien publiés à Mumbai. Et surtout, il m'aide à identifier les écarts de valorisation entre le prix que calcule le marché et ce que les fondamentaux suggèrent.
Et c'est exactement l'analyse que j'aurais voulu avoir de disponible il y a 30 ans. Valorama est en version bêta. Les premiers membres accèdent à l'outil à 279 francs par an contre 399 francs au lancement définitif. Et si vous voulez tester avant de vous engager, il y a un accès à 9 francs. Le lien est en description. Vous pouvez commencer immédiatement.